Bonjour à toutes et tous. Au vu des conditions actuelles, je mets en ligne cette conférence qui est initialement prévue dans le cadre de l'association Réseau Potentiel, qui, je le rappelle, a pour but d'une part de créer un réseau de professionnels sensibilisés à la douance et d'autre part aider les personnes à haut potentiel à s'épanouir individuellement et en société. Dans la description juste en dessous de cette vidéo, vous retrouverez les ouvrages sources et le lien vers le site de l'association. En vous souhaitant une bonne écoute. La première partie est à la fois résumée et complète. Dans la deuxième partie, nous irons approfondir certains points de vue de la première partie. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? C'est une personne porteuse d'une pathologie grave. Il s'agit d'une psychose blanche. Psychose donc une folie, et blanche, sans symptômes de type hallucination-délire. Il y a tout de même quelques traces sur le délire, mais difficilement perceptibles. Donc, un PN est un pervers et narcissique. Qu'est-ce que le narcissisme ? C'est une personne porteuse de traits narcissiques, c'est-à-dire accro à l'image d'elle-même. Une personne qui met toute son énergie dans le fait de rendre ou vendre une image au monde, et qui met plus d'énergie dans l'image que dans la chose faite elle-même. Il fait tout ce qu'il fait pour paraître le faire. Quels sont les signes, par exemple, chez ce genre de personnes ? Elle cherche toujours à voir les projecteurs, les regards sur lui ou sur elle. Il est extrêmement susceptible, incapable d'entendre une remarque à propos de lui, sans se défendre et répliquer de façon très blessante. C'est une personne tellement concentrée sur lui-même qu'il manque singulièrement d'empathie. L'autre n'est rien pour lui, juste un miroir. Il est incapable de comprendre ce qui anime l'autre. Une personne narcissique est difficile à vivre, étant toujours dévouée à son propre éclat. Mais le pervers, lui, est très toxique, parce qu'il est sadique. C'est-à-dire qu'il a de la jouissance à faire souffrir l'autre. Comme le pervers narcissique est justement narcissique, c'est en faisant souffrir l'autre qu'il se sent grand, plus exactement vivant. Son attitude se reflète par le fait de déshumaniser l'autre. Il le considère comme un objet, son objet, il le considère comme un instrument de son désir. Dans la perversité, il y a des degrés, de la petite, que chacun peut avoir en soi, à la plus grande, comme les actes d'atrocité et la barbarie. Le langage qu'un PN, vous l'avez même peut-être entendu chez des personnes manipulatrices, ou qui désirent de la fusion dans leur couple, dans leur relation. Donc un langage qui débute comme ceci pour vous donner un exemple au niveau du mécanisme. Je ne te respecte pas, tu te fâches, je dis que c'est toi le méchant, alors que moi je t'aime. Ça, c'est un phénomène de perversion ordinaire. Je prétends t'aimer, mais je t'enferme dans une manipulation et une destruction. Qu'est-ce qui rend en soi le pervers narcissique dangereux ? Au-delà de son pouvoir de nuisance, c'est qu'il avance masqué. C'est un bon caméléon, un bon acteur, mais uniquement de façade. Il utilise donc des masques. Le premier masque, c'est celui de la séduction. Il joue un rôle, un personnage, que l'autre, sa proie, sa victime, souhaiterait rencontrer. Exemple, si je cherche un ami intellectuel, confident, je vais avoir un intellectuel confident qui va s'intéresser à moi, à mes propos, me donner l'attention que je désirais. Si je suis une femme divorcée avec des enfants et que je cherche une famille recomposée, il n'y a pas de problème. Je vais trouver le futur compagnon idéal qui souhaite avoir une famille recomposée, aimante. Si je suis un employé animé par mes projets, un bon travailleur, je vais rencontrer le patron ou le N+1 idéal. Donc, nous avons ce premier masque de séduction sur lequel nous reviendrons plus loin. Et derrière ce premier masque, il y en a un second qui, lui, est beaucoup plus pernicieux.
c'est celui du masque de la normalité. Un pervers narcissique a quelques degrés d'écart dans la normalité, et c'est là que cela peut durer un moment, car la personne sous emprise va chercher à comprendre ce qu'il fait ou ne fait pas l'autre à partir de la catégorie dite des gens normaux. Exemple, s'il fait ceci ou ça, c'est à cause du stress ou à cause de son enfance malheureuse. À noter que le pervers narcissique se fait toujours passer pour une victime. La personne sous emprise est capable de se remettre en cause. S'il a fait ça, c'est peut-être à cause de moi. Comme les victimes sont souvent des personnes de bonne volonté, elles se remettent en question. Problème, le pervers narcissique en face d'elle est un acteur utilisant le masque de la normalité. Et c'est ceci qui est le plus difficile à détecter, à relever. Les solutions devant ce type de personnes pervers narcissiques, en réalité, il n'y en a pas plusieurs, mais quasiment une seule qui se résume à la fuite. C'est la seule chose indispensable, correcte à faire, c'est-à-dire partir immédiatement, préserver sa peau, sa santé et son intégrité psychique. Restons prudents, car il y a pas mal de nuances. En fait, il est important de ne pas confondre le pervers narcissique avec d'autres choses qui lui ressemblent. Ce n'est pas parce qu'on a des petites manifestations perverses ou recours à de manière raisonnable à la manipulation qu'on est un pervers narcissique. Exemple, il nous arrive à tous de vouloir à un moment donné réussir, triompher de quelqu'un. En compétition, vouloir battre l'équipe d'en face, quitte à agir sur l'intégrité de l'autre. En politique, par exemple, c'est extrêmement courant. Dans notre quotidien, quelqu'un vous fait des appels de phare en arrivant derrière vous en voiture très rapidement, puis slalom entre les voitures, et se fait prendre au radar un petit peu plus loin. Vous éprouvez certainement peut-être une petite satisfaction. Ou alors, autre exemple, vous êtes invité par votre belle-mère, et vous inventez un mensonge pour vous esquiver. Ou alors votre enfant vient vous demander s'il peut sortir avec les copains, et vous inventez une excuse parce que vous ne vouliez pas qu'il sorte. Ceci n'a rien à voir avec la perversion. De plus, si cela reste de temps en temps et que suivant la situation vous éprouvez de la culpabilité ou du remords, alors tout va bien. Il faut être capable de rester objectif. Des pervers narcissiques, il y en a, mais des personnes malhonnêtes aussi. Donc il est important de ne pas cataloguer trop vite une personne de pervers narcissique, car en réalité il y en a peu. Il y a notamment eu un effet de mode, donc il faut rester vigilant, sinon ça affaiblit le diagnostic. Voilà, c'est la fin de notre première partie. Maintenant, je vous invite à aller un petit peu plus loin pour approfondir. Comment est-ce qu'on peut identifier un pervers narcissique ? Alors, on peut identifier un pervers narcissique en fonction des moyens et des manœuvres qu'il utilise. Un des moyens, c'est ce qu'on appelle l'effet des émotions, c'est-à-dire déclencher des tempêtes émotionnelles qui dépassent la capacité de gestion de soi, et un des moyens utilisés pour déstabiliser quelqu'un. Lorsque la personne s'avère incapable de faire face aux stimuli, et aux nombreux stimuli, il peut les gérer soit intérieurement, au niveau corporel, ce qui donne lieu par exemple à des troubles psychosomatiques, aux addictions, soit à l'extérieur, par projection, donc dans l'autre, comme dans le cas de la perversion narcissique finalement. Donc après le moyen de l'effet des émotions, on a le détournement de la fonction du langage. Dans une relation normale, la personne s'attend à ce que le langage serve à la communication et au partage émotionnel. De son point de vue, autrui éprouve des sentiments, croyant à la vérité, à l'authenticité et au respect des limites. Il estime à juste titre avoir droit à un statut et une identité. Si dans la relation avec l'autre, il y a eu des difficultés où il a été blessé, il pense avoir droit à des excuses et à la réparation du préjudice. De même, normalement, les plaisirs qu'il offre et les services qu'il rend entraînent de la gratitude et une juste rétribution. Rien de tout cela n'a cours dans une relation anormale avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique vise
à augmenter sa propre excitation, sa seule source pour se sentir vivant et important. Coupé de tout sentiment et de toute émotion, il calcule froidement les moyens à utiliser pour déstabiliser sa victime. La vérité n'a aucune valeur à ses yeux, et il recherche seulement la vraisemblance et l'efficacité pour l'exploiter. Le secret constitue dans ses armes favorites, il en use pour dissimuler ses manœuvres. Le mensonge, les non-dits et les contre-vérités, pour humilier et dévaloriser l'autre, sont des manœuvres courantes, voire quotidiennes avec le temps. Le pervers narcissique a recours à la falsification d'informations et à la propagation des on-dit et des rumeurs. Il crée des triangles, ce qu'on appelle des triangles pervertis, prétendant avoir entendu un tiers menacer ou attaquer son interlocuteur, c'est-à-dire sa victime, en lui conseillant de ne rien en dire, par souci de prudence. Ainsi, il réussit, par la loi du silence, à isoler le tiers et à impressionner sa victime, qui va participer désormais, à son propre insu, à ses manipulations. Le pervers narcissique est les amitiés et cherche à couper tous les liens de sa victime avec son entourage, sa famille comme ses amis. Contrairement à un paranoïaque, le pervers narcissique menace rarement, il pratique plutôt l'intimidation. Sa victime, se sentant de plus en plus déstabilisée et cherchant à retrouver des ressources d'estime d'elle-même, se dévoue alors jusqu'à l'épuisement, se surmène jusqu'à arriver au burn-out. Autre moyen, autre manœuvre, l'utilisation des failles de la personne et de la société. Le pervers comprend parfaitement le fonctionnement de la société. Il en connaît les failles mieux que personne et profite des problèmes rencontrés par toute institution pour semer la terreur et ainsi épuiser sa victime. Au courant, par exemple, des lenteurs de la justice, à le contraindre à respecter ses obligations. Par exemple, il ne paie pas la pension alimentaire due. Il sait que son ex-épouse assumera de toute manière le coût nécessaire à l'entretien de leurs enfants. Souvent, il change de pays ou organise son insolvabilité apparente. N'ayant de respect pour personne, il n'accorde d'importance à ses enfants que s'ils représentent une source de narcissisation pour lui. Il vante de leur qualité alors qu'il n'y a pas contribué et s'attribue sans vergogne le mérite de leur réussite. Dans notre société, l'adolescence représente un moment clé qui attend que le père introduise son enfant dans la vie d'adulte. Il en profite pour poser des exigences personnelles vis-à-vis du jeune, les masquant en énonçant des règles générales. L'adolescent qui repère la manipulation reste rare. Aimant son père, il désire généralement le rencontrer, mais se sent mal à l'aise devant ses fausses réponses qui sont des vrais faux fuyants. Revenons sur le masque de la séduction. Le pervers narcissique cache habilement les moyens qu'il met en œuvre. Extérieurement, il semble prêt à l'amour de l'autre, mais faisant preuve de grandes capacités de séduction. Il brise souvent des couples, en promettant une vie extraordinaire à sa proie, à sa future victime. Toutefois, dans le partage de l'intimité, il ne cesse de rager, de dévaloriser sa conquête, d'en exiger toujours plus, sans jamais faire preuve de gratitude, ni reconnaître ce qui a été réalisé, parce qu'il n'éprouve aucune émotion. Le pervers narcissique détourne le langage de sa fonction en faisant un moyen d'agir sur l'autre. Par exemple, il prétend à la personne dont il s'est moqué que c'était de l'humour, et qu'elle est excessivement susceptible. Il se réjouit de voir sa victime empêtrée dans la tentative de comprendre ou de répondre déstabilisée. Celle-ci, envahie d'émotions, réagit en faisant son jeu, ce qu'il a prévu. Il applique de simples recettes. Il prend l'autre par surprise. Les attaques personnelles sont de préférence sur des caractéristiques non modifiables. La personnalité narcissique se montre incapable de vraie tristesse, et si on l'abandonne, elle éprouve de la colère, du ressentiment et le désir de vengeance.
Bien que son adaptation sociale soit bonne, voire brillante, la qualité de son travail reste superficielle. Elle repose par exemple sur ses subordonnés, chargés de prendre les responsabilités, mais aux dépens desquels elle se valorise. La perversion narcissique constitue une pathologie difficile à identifier, car le sujet qui en est atteint semble un individu normal, intégré dans la société, et ignore l'existence en lui d'une partie de son moi clivé. Elle s'avère également complexe à comprendre et à diagnostiquer. En effet, la perversion narcissique du sujet ralentit, voire bloque la réflexion de celui qui veut l'étudier. Le pervers narcissique est tout entier dans l'action et très peu dans le fantasme. Il a tous les droits, n'a jamais de dette, ne doute jamais, mais impose des doutes à l'autre. Il utilise le langage non pour communiquer, mais pour agir sur l'autre et en triompher. Ses actions se caractérisent par leur intensité, car il s'agit en fait pour lui d'une question de survie. 2 impératifs dominent sa vie. Ne jamais dépendre de qui que ce soit, ce serait la preuve qu'il a des limites, qu'il n'est pas grandiose, et tout investir dans son propre narcissisme, donc ne rien investir dans l'objet. Dans cette perspective, et pour éviter la dépression qui le guette sans cesse, il casse les possibilités de pensée de l'autre, démolit son moi et lui ôte toute possibilité de créer, le réduisant à un ustensile, un objet. Il vit en effet l'existence même de l'autre comme une menace, car il peut susciter des attaques d'envie, surtout s'il est créateur de vie ou de plaisir. L'illusion d'omnipotence de son soi grandiose, du pervers narcissique, peut ainsi se maintenir. À l'inverse du borderline qui se défend de l'envie par alternance d'idéalisation et de dévalorisation, et de la personnalité narcissique qui utilise l'autre et la pression comme un citron, le pervers narcissique, lui, ne souffre pas. Cette absence de souffrance constitue un élément clé du diagnostic différentiel. Il importe toutefois de ne pas confondre perversion narcissique structurée et permanente avec les moments pervers souvent vécus par tout à chacun, ou encore les phases perverses propres aux psychotiques en voie de guérison. Voyons maintenant les symptômes des victimes. Au départ, la victime consulte le plus souvent en raison d'une dépression ou d'un ensemble de somatisations rebelles au traitement médical classique. Une des caractéristiques majeures de sa souffrance est la présence obsédante du doute de soi, répétitif et récurrent. Il ou elle ne se persuade de n'être pas à la hauteur, voire même pas parfaite. Plus les affects sont exclus par l'action du pervers, et plus en elle règne la dissociation entre le moi et le soi. Le doute surgit même lorsqu'elle est éloignée du manipulateur. C'est un élément primordial dans le diagnostic différentiel avec la dépression ou les moments dépressifs dans lesquels le doute est moindre. Le fait de ne pas s'aimer et la passivité sont au contraire plus importants. De plus, ce type de patient traverse constamment des tempêtes émotionnelles, avec ou sans pleurs, en apparence sans raison, qui reviennent en boucle et mènent à la peur de devenir fou. La honte de soi s'associe au sentiment de n'avoir jamais assez fait ou pas fait ce qu'il fallait faire, ainsi que l'inquiétude face au jugement. La fatigue et le ralentissement des pensées, des idées tournent en rond sans fin, avec rumination mentale. Dès que le sujet est désœuvré, surtout la nuit, ce qui donne aussi des insomnies, d'éventuels cauchemars, augmente l'irritabilité, la victime se croit anormale. Ses scrupules entretiennent le sentiment aigu de culpabilité. S'y ajoute le manque d'appétit et de libido et diverses somatisations, insensible au traitement habituel, ulcère gastrique, fibromyalgie, tétanie, mal de dos, vertige, acouphènes, immunité diminuée, asthme, etc. D'autres éléments souvent présents mais culpabilisés sont peu évoqués par la victime si le thérapeute ne les aborde pas. Par exemple, l'envie fantasmée de tuer une personne ou plusieurs,
en cas de noyau pervers. Des rêves de violence ou de meurtre, des idées de vengeance. Parfois absentes au début, ça vient avec le temps. La quête anxieuse de sens, jamais découvert. Le fantasme de passage à l'acte agressif ou de dénonciation de la perversion. Le manque de solidarité, la crainte des juges, par exemple, en cas de divorce, l'incapacité répétée à mettre fin à une relation pourtant repérée comme toxique. On a ensuite l'autodévalorisation, les troubles de la libido et les troubles de la fertilité également. La souffrance est permanente et le découragement parfois bien installé. Dans la tentative désespérée de retrouver un sens à la relation, la victime attribue souvent l'origine de ses ennuis à sa différence sociale, culturelle ou au fait d'être surdouée. Face au déni ou aux minimisations de son entourage, elle se persuade qu'elle exagère, ce qui augmente encore son doute et entretient le cercle vicieux. À l'origine de ces idées et des fausses déductions se trouvent les dires trompeurs du pervers, lesquels cachent et rendent peu repérable par la victime la réalité de ses actes persécuteurs. Pour comble, elle se croit parfois perverse ou craint de le devenir, alors que le pervers narcissique, lui, ne reconnaît jamais sa perversion. Voyons maintenant les étapes à franchir de la victime vers la guérison. Dans un premier temps, oser consulter. Trouver le thérapeute compétent dans les problèmes liés à la perversion. Donc l'informer et par conséquent sortir de la structure de doute. Prendre des mesures et poser des actes en s'appuyant sur le cadre. Travailler sur l'estime de soi, l'affirmation de l'identité, le repérage de l'abus, qui est devenu malheureusement trop familier, sortir de l'isolement, redéfinir ses limites, tant psychologiques que physiques, donc un travail sur le corps, voire même avec du yoga est nécessaire, et faire le deuil, à la fois du monde rêvé ou idéalisé, monde ou relation. Donc faire le deuil. Rappelons que la méditation est contre-indiquée quand on a des partenaires qui sont pervers ou manipulateurs. Dans cette dernière partie, maintenant, nous allons tenter de définir ou d'expliquer d'où peut bien provenir la perversion. Les graines qui constitueront plus tard la structure perverse sont semées durant les premiers mois de la vie, lors d'un rapport inadéquat au maternel. Elles germeront à l'adolescence pour éclore à l'âge adulte. Les victimes voient réactiver en elles les blessures dues aux failles dans le développement, aux inévitables défauts de la relation archaïque, c'est-à-dire de la relation de la mère avec le tout-petit. Selon Jung, la mère des origines est doublée par l'archétype de la grande mère. Le complexe maternel personnel peut donc amalgamer plusieurs figures, celle de la maman réelle et celle de l'archétype et celle de l'anima. L'archétype est constellé chez l'enfant mais aussi en la mère. La relation va changer les deux protagonistes, pour le meilleur de l'évolution ou le pire de la perversion. Lors de la rencontre, par exemple, avec le ou la future partenaire, il va y avoir une irruption de contenu inconscient et les anciennes failles se réaniment. D'où provient la difficulté de se détacher de ce genre de personnes toxiques malgré le constat. Les archétypes du père et du masculin apparaissent en moyenne à partir de 3 ans. L'enfant se développe aussi en relation avec le père réel, mais également avec les archétypes du père et du masculin. Le niveau archaïque ne s'exprime pas de la même manière chez les hommes que chez les femmes. La mère donne la forme à l'image archétypique et le père donne le dynamisme. Je vous invite à regarder la vidéo glossaire de ma chaîne YouTube si les notions d'archétype vous sont étrangères. L'enfant peut se construire par rapport aux conscients et aux inconscients des parents. Les parents apportent 4 partenaires à l'enfant. Père avec anima, donc du père,
et mère avec animus de la mère. Autre point, les actuelles connaissances sur le transgénérationnel permettent de nous avancer sur la gravité non négligeable de la facilité de transmission du climat, du terrain pervers, développé ou non par la suite dans l'environnement familial. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.